Bonsoir. La Cour, je vous demande de bien vouloir accueillir Madame la Présidente. Madame la procureure générale, Madame l'avocate de la partie civile, Monsieur l'avocat de la défense, Mesdames, Messieurs les jurés, je vous invite à vous asseoir. Pour le bon déroulement de cette audience, je vous prierai, Mesdames, Messieurs, de respecter le plus grand calme et de n'interrompre en aucun cas les prises de parole. Aucun manquement au règlement sera toléré. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que nous nous approchons de la fin de l'année 2050. L'année 2050, si magique. L'année 2050 pour laquelle tant d'objectifs ambitieux avaient été fixés et aussi l'année pour laquelle la majorité n'a pas été atteinte. L'année 2050, c'est l'année pour laquelle la France avait fixé la neutralité carbone. Et l'année 2050, c'est l'année où nous avons mesuré un réchauffement de la Terre à 2,5 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Nous vivons des événements météorologiques extrêmes, la montée du niveau de l'océan de plusieurs dizaines de centimètres et la destruction et perte d'écosystèmes. Le niveau de vie a diminué. Régulièrement, nous avons des pénuries d'aliments. Des personnes perdent leur maison et leurs proches, et la politique est déstabilisée. Le monde n'est plus le même qu'en 2020. La phrase « tout était bien mieux avant » est approuvée par la plupart de la population. Pourtant, les gens savaient ce qui allait se produire. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié de nombreux rapports dont les pires scénarios se sont maintenant matérialisés. En même temps, des efforts ont été faits. L'État a essayé de prendre des mesures afin de limiter le réchauffement climatique, mais le problème était apparemment trop complexe. La Cour pénale, dont je suis la présidente, est réunie aujourd'hui, le 9 octobre 2050, pour délibérer sur la culpabilité pénale de l'État au regard des charges qui lui sont reprochées. Pour le public qui nous rejoint ce soir, voici un bref historique de ce dossier. Une première plainte contre la nation française a été faite en 2049. Celle-ci a été classée sans suite par le procureur général, car la nation n'est pas un sujet juridiquement attaquable devant un tribunal pénal. Le 23 février 2050, un collectif de victimes, représenté ici par Madame l'avocate de la partie civile, a formulé une nouvelle plainte, cette fois-ci contre l'État en tant que représentant de la nation. Cette plainte vise les gouvernements français successifs, les parlementaires et les élus, qui n'ont pas rempli les objectifs qu'ils s'étaient eux-mêmes fixés, par exemple dans l'accord de Paris, et parce qu'ils n'ont pas suffisamment protégé la population française de la gravité des conséquences du réchauffement climatique. Deuxièmement, les entreprises françaises et multinationales qui ont recherché à tout prix la croissance et qui ont sciemment investi dans des actifs avec un impact négatif. Et dernièrement, les citoyens qui, malgré leur conscience des enjeux, ont ni adapté un mode de vie plus respectable à l'environnement, ni exigé plus fortement une politique climatique plus efficace. L'État, ses représentants, ses entreprises et ses citoyens sont accusés d'écocide au sens de la loi pénale du 26 juillet 2020 portant reconnaissance du crime d'écocide. Constitue un écocide le fait en exécution d'une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d'un écosystème en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population. Aujourd'hui, la Cour analysera
si des manquements de l'État ont été commis, mais aussi si et dans quelle mesure des efforts ont été faits. Cependant, nous ne pouvons pas évoquer tous les sujets. Ce que nous allons dire aujourd'hui est donc loin d'être exhaustif. Valérie Masson-Delmotte va nous éclairer sur les infractions commises. Elle est paléoclimatologue et coprésidente du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et elle a participé aux travaux du GIEC entre 2015 et 2023, aux travaux du Haut Conseil pour le climat entre 2018 et 2022. Ces travaux ont été utilisés dans des procès aux États-Unis et dans des conventions internationales dans les années 2020. Elle va nous aider à prendre une décision. Dans un premier temps, nous allons donc entendre le témoignage libre de Valérie Masson-Delmotte. Après cela, les avocats vont poser leurs questions et surtout les vôtres, chers jurés. Si vous les envoyez avant 20h45 au 06 24 27 64 55, le numéro devrait être affiché quelque part, oui, derrière moi. Donc le numéro est là. Si vous avez des questions à poser à Valérie Masson-Delmotte, envoyez-les et les deux avocats vont les poser ensuite. Donc après le temps des questions, nous entendrons les plaidoiries des deux avocats et le réquisitoire du procureur. Et à l'issue du procès, vous, les jurés, pourront voter sur la culpabilité ou l'innocence de l'État du crime d'écocide. Madame Masson-Delmotte, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Et donc, j'ai aujourd'hui presque 79 ans et je suis contente d'être de retour à Nancy, où j'ai grandi au siècle dernier avant de partir en région parisienne. Alors à cause de mon âge, j'ai un peu du mal à entendre et puis ma mémoire me joue des tours. Et c'est pour ça que j'ai écrit le témoignage que je vais vous lire. Alors pour bien comprendre comment on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui, il faut remonter effectivement aux années 2015-2025, parce que beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là. À l'époque, j'étais toujours chercheuse en sciences du climat à Paris-Saclay, et puis j'ai supervisé la préparation d'un ensemble de rapports faisant le point sur l'état des connaissances scientifiques vis-à-vis du changement climatique. Et en 2018, le GIEC avait fêté ses 30 ans, parce qu'il avait été mis en place en 1988, avant même le début de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. 30 ans de connaissances nouvelles, entre 1988 et 2018, 30 ans de réchauffement supplémentaire, 30 ans d'émissions de gaz à effet de serre croissantes. En 2018, on voyait déjà se produire ce qui avait été anticipé depuis plusieurs décennies par la communauté scientifique. Et même à l'époque, je parlais parfois de tragédie grecque. Il faut bien comprendre que les connaissances par rapport au fonctionnement du climat, aux risques croissants liés au rejet de gaz à effet de serre, étaient clairement établies. Mais à la fin du XXe siècle, malgré ces connaissances scientifiques, il y avait beaucoup d'indifférence. Certains groupes industriels, parfois aussi des scientifiques d'autres disciplines, s'étaient fait marchands de doute, alimentant le déni et l'indifférence d'une large partie des décideurs et de l'ensemble de la population. Beaucoup de gens, même de bonne volonté en France, pensaient que ça ne les concernait pas. Après tout, la France qui avait construit au XXe siècle des barrages pour l'hydroélectricité, puis dans les années 70, un parc de réacteurs nucléaires, le tout motivé par son indépendance énergétique, avait l'électricité quasiment la moins émettrice de gaz à effet de serre du monde. Et puis, grâce à l'isolation des logements, à des moteurs plus performants, à une meilleure efficacité de certaines pratiques agricoles, les émissions de gaz à effet de serre de la France baissaient régulièrement depuis les années 1990. On ne prenait pas tellement au sérieux à l'époque les questions de qualité de l'air, d'alimentation, d'absence d'activité physique et de santé publique, alors que ça aurait pu motiver une action plus ambitieuse. Et puis la France, à l'époque, avec ses façades océaniques, son climat tempéré, ne semblait pas aux premières loges des impacts d'un climat qui se réchauffe. À la fin du XXe siècle, on pensait que ça concernait les ours polaires, et puis peut-être d'hypothétiques générations futures. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à construire dans les zones inondables, sur les sols argileux, au ras de la mer. On a subventionné des pratiques agricoles qui reposaient sur une irrigation importante, ou bien l'enneigement artificiel en moyenne montagne, ce qui a en fait augmenté notre exposition aux aléas climatiques et notre vulnérabilité. On a aussi continué un aménagement du territoire qui détruisait les milieux naturels des sols agricoles,
Vous pouvez imaginer maintenant qu'à l'époque, on perdait un département de terre agricole tous les 10 ans et que ça poussait les gens à s'éloigner des centres-villes et les rendait complètement dépendants de la voiture individuelle. On a aussi laissé faire, au début du XXIe siècle, un marketing agressif qui a poussé les particuliers à acheter des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, et ce qui fait qu'en 2018, les voitures neuves vendues ne permettaient plus de faire des progrès en économie de carburant et en émissions de gaz à effet de serre, malgré les progrès sur les performances des moteurs. Et puis à l'époque, les importations de gaz, de pétrole, nous rendaient très dépendants des fluctuations du prix sur les marchés mondiaux, et puis très dépendants d'autres pays pas franchement attachés aux droits humains, ce qui donnait lieu à toutes sortes de compromissions avec les valeurs historiques de la République française. À ce moment-là aussi, petit à petit, notre pays s'est désindustrialisé. À l'époque, on ne se rendait pas non plus compte de toutes les émissions de gaz à effet de serre liées aux importations. Le soja d'Amérique du Sud, ou l'huile de palme indonésienne, qui participait à la destruction des tourbières et des forêts. Les importations de tous les biens manufacturés produits en utilisant du charbon dans de nombreux pays avec des niveaux de vie et des salaires très bas. Et ces émissions importées n'ont fait qu'augmenter. Et autour des années 2020, elles étaient quasiment aussi importantes que les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités en France. Mais on ne voulait rien changer à nos modes de vie. Je me souviens qu'à l'époque, à Nancy, on voulait relancer l'activité économique par la relance du commerce. Au même moment, la réalité du changement climatique et de ses effets, sur les milieux naturels comme sur chacun d'entre nous, s'est pourtant imposée. La vague de chaleur 2003 a marqué les esprits. Mais on a mis en place des plans d'action canicule pour protéger les plus âgés, et puis on a continué comme avant. Ce sont les assureurs qui ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme, en montrant une augmentation des coûts des catastrophes dites naturelles, pour les inondations, les sécheresses, ou les dégâts considérables de l'ouragan Irma dans les Antilles. En fait, les dépenses pour ces catastrophes naturelles s'étaient passées d'1 milliard d'euros par an à 3 milliards d'euros par an. Et pourtant, on continuait comme avant. En 2017, Irma, c'était l'ouragan le plus puissant observé dans l'Atlantique Nord à l'époque. Les enjeux liés à la montée du niveau des mers ont aussi été clairement identifiés pour notre immense littoral. Et puis en 2018, en 2019, des sécheresses très sévères ont montré qu'on n'était pas adapté au climat de l'époque, même en Lorraine, et que nos forêts y étaient très vulnérables. En 2019, le brevet des collèges a été décalé. On a atteint plus de 45 degrés, et c'était que le début, dans le sud de la France, et ça montrait que les écoles n'étaient pas prêtes. On savait bien à l'époque que 2 personnes sur 3 étaient exposées à des aléas climatiques sévères en France, que ce soit en montagne, en plaine, sur le littoral ou dans les outre-mer. Et puis la France avait commencé à mettre en place un plan d'action pour l'adaptation, mais avec très peu de moyens, et pas mal d'indicateurs n'avaient pas été couronnés de succès. Et puis une stratégie nationale bas carbone ambitieuse sur le long terme, neutralité à horizon 2050, mais qui a peiné à être réellement mise en œuvre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, la France elle avait fait le choix risqué d'accueillir la COP21, la 21e réunion annuelle de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et elle avait réussi, dans un contexte marqué par des attentats terribles, à construire le premier accord universel visant à renforcer l'action internationale coordonnée pour maîtriser le changement climatique, cet accord de Paris sur le climat. Et l'objectif principal de cet accord, c'était d'atteindre un pic et une diminution des rejets mondiaux de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, voire autour d'1,5 degré par rapport au climat pré-industriel. Et au moment où cet accord a été produit, on n'en était qu'à environ 1 degré de réchauffement. À l'époque, beaucoup de personnes se sont senties rassurées et pleines d'espoir. Les responsables de tous les pays avaient digéré l'information scientifique, une action coordonnée était en place. Les villes, les entreprises, les régions, les acteurs de la finance étaient présents et prenaient des engagements. Et pourtant, il y avait des signaux inquiétants. Les plans climat mis sur la table par les différents pays, lorsqu'on les compilait, leurs promesses, montraient déjà que le compte n'y était pas. Sans ambition plus forte, les émissions mondiales de gaz à effet de serre étaient prévues de continuer à augmenter, moins vite que si on faisait rien, mais augmenter encore jusqu'en 2030. Et à ce rythme-là d'action, on savait déjà bien à l'époque que ce serait un réchauffement de l'ordre de 3 degrés en 2100, avec des conséquences très sérieuses partout, y compris pour la sécurité humaine, pour les écosystèmes ou pour l'activité économique. Et à ce moment-là, c'était les pays les plus directement vulnérables, les plus exposés, les petits États insulaires, les pays les moins avancés, qui exprimaient leurs préoccupations. Puis toujours à ce moment-là, 2015, l'ONU avait un plan d'action ambitieux. Réduire les risques de catastrophes naturelles, l'agenda du développement durable avec 17 grands objectifs pour éliminer l'extrême pauvreté, éliminer la faim dans le monde à horizon 2030. Et c'est à ce moment-là que j'ai été élue coprésidente d'un des groupes de travail du GIEC. On avait reçu plein de propositions, une trentaine de thématiques pour nos rapports spéciaux. Puis entre 2018 et 2019, on avait fait un travail herculéen. Je me souviens, c'était avec 300 auteurs formidables de tous les pays du monde.
Des milliers de relecteurs, tous bénévoles, qui ont passé en revue plus de 20 000 publications scientifiques et qui ont rendu 3 rapports spéciaux avec une mine d'or d'informations sur tout ce qu'on pouvait faire. Pas seulement les risques, mais aussi toutes les solutions qui étaient déjà là. Alors le premier rapport, celui d'octobre 2018, il m'a marqué celui-là. Il portait sur un réchauffement d'1,5 degré, il nous avait été demandé par la COP21, pour mieux comprendre ce que ça permettrait d'éviter comme impact, de contenir le réchauffement à un niveau aussi bas, et puis ce que ça impliquerait en termes d'ambition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, par rapport au développement soutenable, par rapport à la pauvreté. Et dans ce rapport, on avait montré et dit clairement à quel point chaque demi-degré compte, à quel point chaque année compte pour l'action ou l'inaction, et à quel point chaque choix compte. Et à l'époque, les émissions mondiales des principaux gaz à effet de serre continuaient à augmenter année après année. On savait aussi, par exemple, que le système alimentaire mondial représentait environ 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc avec des enjeux importants pour la santé, pour l'alimentation. On avait montré que maîtriser le réchauffement à un niveau bas, ça aurait permis d'éviter à des centaines de millions de personnes de basculer dans la pauvreté, que ça aurait permis de limiter l'ampleur des sécheresses autour de la Méditerranée, ou les effets négatifs sur les rendements agricoles ou sur le tonnage des pêcheries, ou bien que le risque de perte de biodiversité terrestre il serait 2 fois plus bas à 1,5 degré qu'à 2 degrés de réchauffement. Il montrait qu'il fallait atteindre la neutralité CO2 le plus vite possible. Parce qu'en fait, le dioxyde de carbone, il a un effet particulier. Il provoque l'acidification des océans. C'est le premier facteur qui réchauffe le climat, puis il a un effet cumulatif. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas les émissions de CO2 d'aujourd'hui, il en reste en 2050, mais c'est l'ensemble des émissions de dioxyde de carbone, passées, présentes, futures, qu'on se passe finalement de génération en génération. C'est ça qui définit le pic de réchauffement. Donc, puisqu'on continue en 2050 à émettre du CO2, on n'est pas encore au pic, quoi. Le réchauffement va continuer à se poursuivre. Et donc tout ça a donné lieu à des politiques publiques déclinées en budget carbone. On se donne une quantité maximum à émettre sur une période donnée à l'échelle d'un pays, d'une ville, d'une entreprise. Plein de propositions de méthodes pour intégrer le coût des dommages du changement climatique, donner un prix au carbone, intégrer son coût social dans les pratiques courantes pour guider la prise de décision. C'est difficile en 2050 aujourd'hui de comprendre pourquoi c'était gratuit de déverser dans l'atmosphère des substances qui provoquent aujourd'hui de telles conséquences. Mais je digresse. On avait montré en 2018 qu'au rythme actuel, on atteindrait 1,5 degré de réchauffement au sens climat autour de 2040. Et on avait montré que pour arrêter le réchauffement à ce niveau, il faudrait que les émissions mondiales de CO2 soient divisées par 2 entre 2018 et 2030, et puis net zéro en 2050. Et on avait montré toutes les solutions pour transformer les systèmes énergétiques, la gestion des terres, les villes, l'industrie, les grandes infrastructures, à quel point il fallait réorienter les financements au service de ces transitions. On avait aussi montré que pour contenir le réchauffement à un niveau aussi bas, il ne fallait pas se contenter de jouer sur l'offre, les grands systèmes, mais aussi la demande, les choix que chacun d'entre nous fait, avec les enjeux de sobriété en énergie, en matériaux non renouvelables, une alimentation saine, respectueuse de l'environnement. Et puis on savait déjà imaginer, avec les travaux en sciences humaines, en sciences sociales, comment construire des transformations des sociétés pour que leur développement ne laisse personne derrière, pour que ce développement il soit résilient dans un climat qui allait continuer un peu à changer, et puis en protégeant les plus vulnérables, en allant vers la neutralité carbone, en protégeant les écosystèmes et la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on disait que chaque choix compte, pour permettre aussi de combiner l'innovation technologique, l'innovation sociale, et l'innovation frugale pour tout le monde à l'époque, pour toutes ces femmes, ces milliards de femmes qui n'avaient pas de machine à laver en 2020 et qui vivaient encore très difficilement. Et puis juste après la sortie de notre rapport, l'augmentation de la taxe carbone en France a coïncidé avec une hausse du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Ça a provoqué une grave crise sociale, avec des enjeux de redistribution, de justice sociale. Comment construire une transition éthique et juste ? Et le gouvernement, finalement, il a confié la réponse à cette question à 150 citoyens tirés au sort pour représenter toute la diversité de la société française à l'automne 2019. Il aurait été bien nécessaire que leurs recommandations pleines de bon sens soient mises en place rapidement à l'époque. Et puis par la suite, des pays producteurs d'énergie fossile comme l'Arabie Saoudite, avec l'appui de la Russie ou des États-Unis, ont tout fait pour que ce rapport sur 1,5 degré soit enterré, plus référencé dans les négociations internationales. Encore une fois, la machine du déni était à l'œuvre. En 2019, toujours le Haut Conseil pour le climat, mis en place pour une analyse approfondie des politiques publiques, pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre, avait souligné l'urgence à agir en cohérence avec les ambitions. Il avait montré que le premier budget carbone de la France n'avait pas été respecté,
qu'à l'époque, entre 2015 et 2018, les émissions, elles avaient baissé que de 1% par an. Il aurait fallu le double. Et puis, ce rythme-là, il aurait dû tripler à horizon 2025 pour aller vers la neutralité carbone. Et à l'époque, les émissions des transports ne baissaient plus, parce qu'il y avait des voitures de plus en plus lourdes. Celles du bâtiment, 3 fois moins vite que l'objectif. Et on ne luttait pas contre la précarité énergétique, les passoires thermiques. Et celles de l'agriculture ne baissaient pas. Les objectifs n'étaient pas déclinés dans les lois, les investissements publics ou dans la fiscalité. Il manquait une cohérence aux politiques publiques à tous les niveaux, de l'échelle des métropoles aux régions, dans les politiques européennes, les budgets associés. Le Haut Conseil, il avait recommandé d'inscrire les budgets dans la loi, d'augmenter l'ambition pour 2019-2023 plutôt que d'acter un échec, d'intégrer les transports internationaux, aériens, maritimes, et puis d'avoir une stratégie pour maîtriser les émissions importées qui pèsent beaucoup en France. 2018-2019, ça avait été marqué par la mobilisation d'une partie de la jeunesse sans précédent dans le monde entier, mettant en avant le constat scientifique et en appelant à l'action. Vous vous souvenez peut-être, à l'époque, il y avait eu l'engagement d'une jeune Suédoise qui avait été un révélateur de l'égoïsme et du cynisme de beaucoup de décideurs, peut-être parce qu'elle ne se conformait pas au « sois belle et tais-toi » que certains attendent des jeunes femmes, peut-être parce qu'elle exprimait clairement son impatience, son refus de la résignation. Je me souviens par exemple d'un ancien président de la République française qui la présentait comme sympathique, souriante et originale dans sa pensée, d'un président américain qui la décrivait comme une jeune fille très heureuse qui regarde vers un avenir brillant, ou d'un président russe qui la présentait comme gentil mais mal informé, à protéger des émotions excessives, alors que devant le Parlement français, elle décortiquait le calcul des budgets carbone du rapport 1,5 degré, un concept qu'aucun parlementaire présent ne semblait avoir pris le temps de comprendre. On l'accusait de promouvoir l'école buissonnière, alors qu'elle expliquait qu'à l'école, on ne lui apprenait ni les enjeux, ni comment agir dans le cadre scolaire. Je me souviens de m'être demandé à l'époque ce qu'aurait fait quelqu'un comme le général de Gaulle, devant une telle situation, lui qui, au début de la Seconde Guerre mondiale, avait désobéi pour sortir la France du nazisme. Si on avait pris la question au sérieux au début du XXIe siècle, on aurait mis en place un grand plan de formation des élus, des décideurs, à l'École nationale de l'administration, dans l'enseignement, en commençant par la formation des enseignants. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Malgré de multiples mentions dans les préambules, les programmes de collège et de lycée de 2018 reculaient sur l'enseignement de compétences solides, permettant aux plus jeunes de comprendre les éléments scientifiques, les enjeux sociétaux, de développer leur esprit critique sur ces enjeux. Et en 2019, je me souviens, ça m'avait marqué que le Conseil supérieur des programmes choisissait d'entendre un climato-sceptique revendiqué, au nom du pluralisme des points de vue et de la vitalité de l'esprit. Toujours à cette époque, beaucoup d'adultes se dédouanaient de leurs propres responsabilités, en exprimant le fait que l'action des jeunes était la clé des transformations, tout en laissant cette jeunesse de l'époque exposée à des injonctions complètement contradictoires, par la publicité dont ils étaient submergés, et qui continuait à promouvoir la malbouffe, les voyages à l'autre bout du monde, les voitures lourdes et généralement la surconsommation. Comment aurait-on voulu que ces jeunes générations passent à l'action quand ils voyaient des personnalités influentes, ceux qui les faisaient rêver, bon, pas les politiciens, mais les sportifs par exemple, revendiquer un mode de vie absolument insoutenable et valorisé dans la sphère publique? Comment en sommes-nous arrivés à un tel niveau de réchauffement et d'impact en 2050 maintenant? Ça avait déjà été anticipé dans le rapport de 2018 comme un des scénarios, celui qu'on ne voulait pas. Et puis dans les rapports spéciaux sur les terres, sur les océans, sur la cryosphère. Alors comment ça a démarré? En 2020, malgré les engagements du passé, le soutien international à l'accord de Paris a commencé à diminuer. Les États-Unis en étaient sortis. Le Brésil ne respectait pas sa promesse. Et même les pays qui semblaient engagés ne faisaient pas ce qu'ils avaient promis. Dans les années qui ont suivi, les émissions de CO2 ont parfois été réduites au niveau local et national, mais les efforts ont été limités et pas toujours fructueux, en France comme ailleurs. La perturbation du bilan d'énergie de la Terre s'est intensifiée, les événements les plus extrêmes, pluies torrentielles, sécheresses intenses, vagues de chaleur, submersions, ont commencé à se répéter, mais d'abord dans des régions peu peuplées, lointaines, et n'ont pas renforcé le niveau de préoccupation ailleurs. Néanmoins, les vagues de chaleur, elles sont devenues plus fréquentes dans les villes. Et puis l'enneigement a diminué dans les stations de montagne, avec des impacts sur le bien-être, sur l'activité économique. Vers 2030, malgré le fait que le réchauffement planétaire ait déjà atteint 1,5 degré, aucun changement majeur n'est intervenu dans les politiques publiques. À partir d'une phase El Niño particulièrement intense dans les années 2030, plusieurs années catastrophiques se sont produites, alors que la température à la surface de la Terre frisait les 2 degrés. Et là, de grandes vagues de chaleur sur tous les continents ont des conséquences mortelles dans les régions tropicales, les grandes villes d'Asie, en particulier pour ceux mal équipés pour se protéger et protéger leur communauté. Des sécheresses intenses se sont succédées autour de la Méditerranée,
dans le centre de l'Amérique du Nord, en Amazonie, dans le sud de l'Australie. Et de terribles inondations se sont produites dans les régions polaires et dans les régions tropicales, en particulier en Asie. Des écosystèmes qui étaient tellement beaux comme les récifs de coraux, tout ce qui dépend de la banquise, dans les zones humides, dans les forêts, ont été détruits au cours de cette période. Et ça a perturbé considérablement les moyens de subsistance localement. Chez nous, les systèmes de gestion des feux de forêt ont été débordés, et c'est maintenant quasiment la moitié de la surface du pourtour de la Méditerranée qui est touchée chaque année. La forêt amazonienne, elle a atteint son point de rupture, avec une sécheresse sans précédent qui s'est ajoutée à la déforestation croissante. Je me souviens qu'une grande partie de Miami a été détruite par un ouragan dans les années 2040, avec des pluies intenses et associées à une forte onde de tempête. C'est seulement à ce moment-là que les Américains ont commencé à se réveiller. Une sécheresse de 2 ans a touché à la fois les grandes plaines des États-Unis, l'Europe de l'Est, la Russie. Et là, vraiment, ça a touché à la production agricole mondiale, avec des hausses importantes du prix des denrées alimentaires, ce qui a entraîné des tensions, en fait, et compromis la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, maintenant, en 2050, il y a plein de petits glaciers qui ont disparu déjà. Et quand les glaciers disparaissent, il y a moins d'eau dans les rivières à la fin de l'été. Donc ça augmente les tensions sur l'eau. Moi, j'aimais bien les carottes de glace, c'était mon travail. Mais quand les glaciers dans les régions tropicales, quand le Groenland subit une fonte répétée, on perd même la mémoire du climat. Elle est effacée par l'eau qui percole. En Arctique, les sols gelés ont reculé de près d'un tiers, maintenant en 2050, avec des dégâts considérables sur les infrastructures, les petites communautés, les écosystèmes, des incendies de toundra de plus en plus fréquents. Et puis on voit maintenant le dégel du pergélisol qui rejette toujours plus de gaz à effet de serre. Alors c'est encore plus compliqué d'agir, parce que ça limite notre marge de manœuvre. Sur les côtes, il y a de plus en plus de blooms d'algues toxiques dans les eaux plus chaudes. Et les pêcheries tropicales ont beaucoup souffert à cause de l'acidification des mers, de la baisse de leur teneur en oxygène et des vagues de chaleur marine plus intenses. Les tensions autour de l'Arctique ne font que croître, parce qu'avec le recul de la banquise, il y a de plus en plus d'étés avec plus du tout de glace. Et donc on se bagarre pour être le premier à naviguer, pour être le premier à exploiter les ressources, ou pour pêcher toujours plus, parce que c'est la seule région où le potentiel de pêche augmente et diminue partout ailleurs. La circulation de l'océan Atlantique continue à ralentir, c'est très préoccupant, par exemple pour l'évolution des pluies de mousson au Sahel. Les événements de très haut niveau marin qui arrivaient une fois par siècle au XXe siècle, ils se produisent maintenant tous les ans dans nos territoires d'outre-mer et dans de nombreuses régions. Alors les grandes villes comme New York, certaines elles ont eu la possibilité de se protéger, de planifier des déménagements. Mais la situation elle est très tendue maintenant dans de grandes zones de delta, par exemple le Mékong, pour les activités agricoles, et puis il y a des eaux plus salées qui rendent la production agricole plus difficile. Et les dommages y sont considérables pour les zones de basse terre des petites îles, dont les populations cherchent l'aide d'une communauté internationale de plus en plus divisée en 2050. Les niveaux de pauvreté augmentent à très grande échelle, avec des risques et d'incidences de famine, à mesure que les réserves alimentaires diminuent. La santé humaine souffre, en plus des effets sanitaires des déplacements de vecteurs de maladies, et puis de ces vagues de chaleur intenses qui sont à la limite des capacités humaines pour travailler dehors, dans les rizières, dans le bâtiment. Beaucoup d'adultes souffrent aujourd'hui de solastalgie, ce sentiment de deuil quand on a perdu un environnement auquel on était attaché, des modes de vie, des traditions culturelles qui étaient associées de manière irréversible. Il y a des niveaux élevés d'agitation publique et de déstabilisation politique à cause de ces pressions croissantes, et certains pays deviennent vraiment dysfonctionnels. Le nôtre y tient, mais tout juste. Les principaux pays responsables des émissions de CO2, ils se rendent compte maintenant de la gravité de la situation en 2050, mais c'est tard. Ils essaient de développer dans l'urgence des plans d'action pour tenter de faire baisser les émissions. Ils essaient d'installer des usines de captage et stockage du carbone, parfois sans essais préalables suffisants ou en ajoutant à la destruction des milieux naturels. Les investissements massifs dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ils arrivent trop tard. Ils ne sont pas coordonnés. Le prix de l'énergie bouge tout le temps. La demande est toujours forte, mais il n'y a pas les infrastructures. Ça entraîne tout un tas de problèmes. En 2050, maintenant, certains pays ils envisagent de bidouiller le climat, d'essayer de modifier le rayonnement solaire en injectant des particules pour essayer d'imiter des éruptions volcaniques. Mais les négociations sur le sujet entre les différents pays du monde prennent beaucoup de temps et ne sont pas concluantes parce qu'il y a des préoccupations majeures sur les impacts potentiels, par exemple sur les pluies de mousson ou les risques en cas d'interruption. Et les scientifiques, ils avaient alerté, ils avaient expliqué que ce seraient les soins palliatifs du climat, un peu comme les opioïdes, la chose qu'on fait en ultime recours, parce que si on commence à le faire, on est coincé, on est obligé de le faire tout le temps. Donc en 2050, les températures, elles continuent d'augmenter fortement, tandis que des solutions tardives,
pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre sont mises en œuvre, alors que c'est maintenant qu'il aurait fallu atteindre la neutralité carbone. Les perspectives pour les décennies à venir et la fin du siècle sont maintenant très préoccupantes. Plusieurs secteurs de l'Antarctique sont en train d'être déstabilisés, et ça impliquera une accélération encore plus forte du rythme de la montée du niveau des mers. Plus d'1,10 m à la fin de ce siècle, plusieurs mètres sur les siècles suivants. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, en 2050, il y a 1 milliard de personnes qui vivent au ras de la mer, sur tous les littoraux. Où est-ce qu'on va les mettre? Comment on va faire? Le monde tel qu'il était en 2020, il est plus reconnaissable. On a du mal à maintenir l'espérance de vie, même à mon âge. On a du mal à garder la productivité de la main-d'œuvre pour les travaux en extérieur. La qualité de vie, elle s'est vraiment réduite dans de nombreuses régions, en particulier avec ces vagues de chaleur fréquentes et ces extrêmes climatiques. On regrette les étés pourris du XXe siècle. La sécheresse et le stress sur les ressources en eau rendent l'agriculture économiquement non viable dans pas mal de régions et contribuent à l'augmentation de la pauvreté. Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable, maintenant, ils sont en grande partie annulés. Et puis, les conflits ne font qu'augmenter, ajoutant à la pauvreté. Presque tous les écosystèmes subissent des impacts irréversibles. Le taux d'extinction des espèces augmente dans toutes les régions. La biodiversité diminue fortement, entraînant des pertes considérables pour les services qui nous rendent. Ça aggrave la pauvreté, ça réduit en fait la qualité de la vie, puis on perd tout ce qui fait la beauté de notre monde. La vie de plein de groupes autochtones, de plein de communautés rurales, elle est devenue intenable sur leurs terres ancestrales. Les dommages économiques globaux ne font qu'augmenter à cause des effets combinés des changements climatiques, de la perte des écosystèmes, de l'instabilité politique. Et vraiment maintenant, en 2050, l'état de santé, le bien-être général de la population, c'est moins bien qu'en 2020. Et nous savons malheureusement que ce sera difficile, parce que ça risque de se dégrader dans les décennies qui viennent. Je m'interroge, Madame la Présidente, je m'interroge. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus en 2019 dans mon rôle comme scientifique, comme enseignante? Qu'est-ce que la communauté scientifique aurait pu être fait pour être mieux entendue au début du XXIe siècle? Est-ce que nos rapports étaient vraiment trop techniques, trop difficiles à lire? J'ai amené en fait avec moi ce que c'était le rapport sur 1,5 degré. Attendez, je l'ai gardé précieusement. C'est pas si épais, vous voyez? C'est quand même assez court. Tout était sur Internet à l'époque, gratuit. Puis il y a plein de jeunes qui ont essayé de le traduire, de l'adapter, de le partager. Est-ce qu'on aurait dû arrêter notre métier de chercheur, de produire des connaissances pour ne faire que les partager, alors qu'on n'était pas payé pour ça? Vous savez, à l'époque, on nous disait qu'on était anxiogène, alors que nos rapports montraient aussi bien toutes les solutions qui existaient déjà, et tous les leviers d'innovation qui étaient possibles à actionner partout au service du bien-être de tous. Finalement, la situation d'aujourd'hui, en 2050, c'est très préoccupant pour moi comme scientifique, parce que je pensais qu'on allait mettre la science au service du bien-être de l'humanité, et je me rends compte qu'on n'a pas été entendu. Et je me souviens toujours à quel point j'étais reconnaissante en 2019 au mouvement des jeunes pour le climat, qui demandait juste aux décideurs de lire les rapports du GIEC. Je crois que le temps qui m'est imparti est terminé, Madame la Présidente. Je suis désolée si j'ai été un peu longue. Merci Madame Masson-Delmotte pour votre témoignage. La Cour accorde maintenant les questions aux avocats. Madame l'avocate de la partie civile, vous avez des questions à poser? Non. Madame, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, Madame. C'est bon. Madame l'avocate de la partie civile. La prochaine fois, je vous fais virer de la salle, Madame. Madame Masson-Delmotte, pourquoi, selon vous, a-t-on tué petit à petit les réseaux ferroviaires au profit des transports routiers, alors que nous savions que le transport routier était responsable d'une grande partie de la pollution? Moi, je pense que, en fait, c'est parce que il n'y avait pas cette vision que les transports ferroviaires, c'était une solution d'avenir. Certains voyaient que c'était une solution un peu lourde, qui demandait beaucoup d'infrastructures, un héritage du passé. Et puis, certains pensaient vraiment que l'économie de marché, l'ouverture des frontières, tout seul, sans réglementation, ça permettrait de faire baisser le prix des produits, d'améliorer finalement l'accès à tous à une consommation toujours croissante, en jouant par exemple sur le fait d'importer plus facilement des choses produites dans d'autres pays européens où la main-d'œuvre était moins chère, même sur des transporteurs, des camionneurs moins bien payés dans d'autres pays, alors qu'en France on avait des règles sociales.
Et donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment une absence de lucidité des politiques publiques. Je me souviens, moi j'étais très attachée aux trains de nuit. Mes premiers voyages comme étudiante en Allemagne, c'était avec les trains de nuit. Et c'était en 2018, je crois, qu'on a terminé de supprimer les derniers trains de nuit en France. Monsieur l'avocat de la défense, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont les gaz à effet de serre et la cryosphère, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, les gaz à effet de serre, c'est un concept qui s'est développé au XIXe siècle, avec en particulier les travaux du physicien français Joseph Fourier, qui avait compris il y a très longtemps que l'atmosphère, elle laisse passer la plupart du rayonnement solaire, qui ensuite réchauffe la surface des continents, des océans, et puis que ces surfaces chaudes, comme les basses couches de l'air, émettent un rayonnement qu'on ne voit pas avec nos yeux, un rayonnement thermique ou infrarouge. Et certains composés présents à l'état de trace dans l'atmosphère, naturellement c'est la vapeur d'eau, mais aussi le dioxyde de carbone, le méthane, et d'autres composés qu'on ne fait qu'ajouter depuis la révolution industrielle, finalement ajoutent des gaz dans l'atmosphère qui ont la capacité à absorber une partie de cette énergie infrarouge, et en renvoyer une partie vers la surface. Et je me souviens qu'en 2019, quand je m'exprimais devant la Convention des citoyens pour le climat, j'essayais de trouver une image simple, la même que j'utilisais pour des enfants. Et je disais, c'est exactement comme si notre corps, c'était une planète et qu'on rajoute des couvertures. Si vous n'avez pas de couverture, vous avez un peu froid. Donc la première couverture, elle est sympathique. C'est l'effet de serre naturel. Mais si on ajoute tout le temps des couvertures, au début, on ne s'en rend pas compte. Mais ça piège efficacement la chaleur de notre corps et au bout d'un moment, ça surchauffe. Ça montre aussi en fait l'inertie finalement de la réponse du climat. Donc c'est ça l'effet de serre. Et la cryosphère, c'est tout ce qui est gelé. Donc la neige, la glace, les sols gelés. Mais vous savez, en 2050, dans les dictionnaires, la définition elle est plus la même qu'en 2020. En 2020, on disait une grande partie de la surface des continents, une partie de l'Arctique et de l'océan austral sont recouverts par la cryosphère. En 2050, on dit la cryosphère décrit ce qui reste de ces zones enneigées et englacées, dont une grande partie a disparu au XXIe siècle. Madame Masson-Delmotte, en 2019, nous entendions souvent qu'il était déjà trop tard. Qu'en pensez-vous? Était-ce vrai? Alors justement, en 2019, la situation elle était intéressante parce que ce qu'on montrait, c'est que, à l'inverse des décennies précédentes, beaucoup de solutions étaient mûres. Par exemple, le prix des énergies renouvelables s'était effondré dans le monde entier. Je me souviens d'un rapport de la banque Lazard, une banque très intéressée par la rentabilité des investissements à l'automne 2018, qui montrait que le prix de l'éolien offshore, le prix de revient en fait au kilowattheure produit, ou bien de l'électricité solaire, était compétitif même sans subvention, avec beaucoup d'énergie fossile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, beaucoup de pays ont continué à subventionner finalement les centrales à charbon ou la production d'énergie fossile pour les maintenir compétitives, alors que ce n'était plus le cas. Et puis il y avait des ruptures à ce moment-là sur la capacité de stockage dans les batteries, l'émergence de solutions pour décarboner les transports, avec les véhicules électriques, les bus électriques. La Chine était à l'époque un leader. Et puis, par exemple, dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ont tout fait pour revenir sur les normes contraignantes même de la Californie, et freiner en fait le développement de ces alternatives qui permettaient de conserver une mobilité individuelle tout en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre associés. Donc à l'époque, en 2019, au contraire, on était dans un émerveillement de ruptures qui arrivaient, de ruptures technologiques. On voyait aussi, grâce à Internet, la possibilité non pas de posséder, mais de partager. Les applications de partage de voitures, tout ce qui permettait de revendre des vêtements, par exemple, pour donner plusieurs vies à un produit et donc économiser les ressources. Et puis on voyait aussi à l'époque tout un mouvement d'innovation sociale, avec une forme de nouvelle démocratie qui se mettait en place, des communautés en action, des villes en transition, des villages des alternatives. On voyait tous ces possibles qui étaient là, mais petit à petit qui ont été étouffés parce que ça n'a pas été soutenu, ça n'a pas été renforcé par les politiques publiques par la suite. Monsieur l'avocat de la défense. Oui. Est-ce que vous pensez que le rejet des OGM en Europe a empêché une réponse rapide pour adapter et préserver une alimentation de qualité ? Alors dans le rapport qu'on avait rendu en 2019 sur le climat et l'utilisation des terres, on montrait aussi en fait toutes les solutions qui existaient dans ce secteur-là. Et en fait, il y avait tout un ensemble de solutions pour avoir, disons, une intensification soutenable de la production agricole. Et on ne mettait pas l'accent sur les OGM. On mettait l'accent sur des solutions avec pas mal de retours d'expérience,
d'agroforesterie, qui étaient développées dans beaucoup d'autres régions du monde et qu'on a laissé tomber sur des pratiques plutôt intensives de monoculture. Donc on avait montré tout le potentiel, par exemple, de la permaculture, qui émergeait avec beaucoup de retours d'expérience, y compris d'agronomes, qui montraient qu'on pouvait produire plus sur des petites surfaces. Et on avait aussi montré à l'époque à quel point il y avait un potentiel d'action donc sur la production agricole, pour stocker plus dans les terres, pour réduire la pression sur les terres. On avait montré tout le potentiel de baisse en fait, des émissions du secteur de l'élevage, en jouant sur des écosystèmes, les systèmes de prairies, sur l'alimentation du bétail. On avait montré qu'en agissant sur les pertes et le gaspillage alimentaire, qui représentent aujourd'hui 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre, on pouvait réduire les émissions, être rentable très rapidement, et puis réduire la pression sur les terres, conserver les écosystèmes. Et on avait aussi montré qu'il y avait un gros levier d'action sur l'alimentation. Donc une alimentation saine, une alimentation avec des légumes, des fruits locaux de saison, des légumineuses, des céréales complètes, et puis pour ceux qui le voulaient, des protéines animales, mais aussi des alternatives de protéines végétales. On montrait qu'en fait, en suivant simplement les recommandations nutritionnelles des médecins, on pouvait aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre massivement. Et certains ont essayé de le promouvoir dans les cantines, mais ils sont heurtés à beaucoup de résistance culturelle aussi. Parce que finalement, ce qui était compliqué à l'époque, c'était se mettre en mouvement. C'était changer ensemble. Et donc souvent, les initiatives qui ont émergé, elles n'avaient pas été accompagnées et ceux qui les portaient sont un peu épuisés. C'est pour ça qu'on en arrive à cette situation dramatique d'aujourd'hui, en 2050. Madame l'avocate de la partie civile, s'il vous plaît. Quelle était la responsabilité des politiques locales, villes, métropoles et départements dans le dérèglement climatique ? Alors à l'époque, l'État français il avait demandé à chaque collectivité, au-dessus d'un certain nombre d'habitants, de faire des plans climat, air, énergie territoriaux. Alors certains l'avaient fait très sérieusement, en fait, en faisant un inventaire de l'état des lieux, en essayant de bien comprendre ce qui relevait des politiques publiques territoriales, l'aménagement du territoire, les transports en commun, les alternatives à la voiture, les mobilités douces, les infrastructures pour le vélo, par exemple. Et puis qui avait fait des plans d'action pour la rénovation des bâtiments publics, de manière ambitieuse, et puis de manière à aligner ça avec les politiques sociales pour lutter contre les passoires thermiques, la précarité énergétique. Mais dans beaucoup de régions, ça s'est fait un peu en marge. Je me souviens, en fait, souvent, certaines collectivités, elles passaient par des cabinets de conseil. Et donc, il y avait quelques personnes qui faisaient passer un fichier Excel. Et puis, ils faisaient un rapport qui faisait joli sur le papier, mais qui ensuite ne se traduisait pas dans les faits. Il n'y avait pas de mise en route. Je me souviens qu'à l'époque, beaucoup des étudiants qu'on formait, des étudiants brillants, engagés, les meilleures universités, les meilleures écoles, ils avaient envie de s'impliquer dans le développement durable. Et souvent, ils revenaient vers nous en disant « mais on s'épuise, on a toutes ces bonnes idées, on a toutes ces solutions, on les met sur la table, et puis tout ce qui coûte pas cher, on le met en œuvre, mais tout ce qui est structurant, on l'ignore, on l'écarte, et puis on continue comme avant. » Et donc oui, il y a une responsabilité importante à avoir un diagnostic, à avoir un plan d'action, à le mettre en œuvre dans la durée au niveau des collectivités. Et d'ailleurs, en 2010, je me souviens plus, 2018, le GIEC avait organisé une grande conférence internationale sur les villes et le changement climatique. Il avait proposé tout un agenda de recherche et d'action et les organisations des grandes villes, le C40, les organisations internationales, étaient vraiment parties à fond. Mais au début, il y a eu beaucoup d'actions, puis ça s'est un peu essoufflé. Puis quand en fait le changement climatique a eu des conséquences de plus en plus sévères, sur un budget contraint, qu'est-ce que vous mettez en priorité ? Investir pour baisser vos émissions de gaz à effet de serre ? Ou gérer les crises, faire face, essayer de faciliter l'adaptation au fur et à mesure, plutôt que quelque chose de planifié et construit. Et c'est pour ça qu'en fait, l'effort s'est un peu essoufflé et que certaines villes qui étaient parfois finalement les pionniers des transitions se sont retrouvées à subir finalement les conséquences du réchauffement climatique sans être proactifs. Monsieur l'avocat de la défense. J'ai deux questions cette fois. La première, c'est est-ce que le nucléaire est une bonne solution ? Et la deuxième, c'est les institutions internationales étaient-elles les premières à devoir agir pour le développement durable ? Alors sur le nucléaire, en fait, c'est un peu une situation de conflit d'intérêts parce que mon employeur pour ma recherche, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Maintenant, je suis retraitée, mais j'ai travaillé dans la recherche fondamentale du CEA. Alors cette recherche fondamentale, elle allait de l'atome à l'univers, la planète Terre, c'était un peu au milieu. Moi, j'ai jamais travaillé sur le nucléaire en tant que tel. La seule chose que je peux dire, c'est que c'était traité dans le rapport sur 1,5 degré. Il y avait des scénarios, peu de scénarios permettant de contenir le réchauffement à 1,5 degré sans nucléaire du tout. Il y en avait quelques-uns.
Mais ceux-là, c'était des scénarios de sobriété, de frugalité et de mix énergétique renouvelable, mais avec une baisse forte de la demande d'énergie. Dans pas mal de scénarios, il y avait une petite augmentation de la production d'électricité nucléaire, mais en fait, la grosse aspect de transformation dans tous ces scénarios, c'était la montée en puissance des énergies renouvelables partout dans le monde. C'était vraiment la grosse différence. Et ce qu'on montrait à l'époque aussi dans ce rapport sur 1,5 degré, c'est que le coût du nucléaire, quand on prend en compte la sûreté, c'est quelque chose qui n'avait fait qu'augmenter. D'ailleurs, l'expérience des EPR posait problème de ce point de vue-là sur la performance industrielle. Et puis ce qu'on montrait aussi, c'est qu'au début des années 2000, entre le moment où on décidait de faire une grosse infrastructure nucléaire et le moment où ça se mettait en œuvre, il s'écoulait 10, 20 ans. Et en fait, si on voulait baisser les émissions d'un facteur 2 sur 10 ans, ce n'était pas forcément la solution la plus rapide. Et parfois, il y a eu des oppositions stériles entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Alors que finalement, on aurait pu imaginer un mix énergétique avec de l'éolien, du photovoltaïque, de la biomasse, de l'hydroélectricité, avec une part intermittente, et puis du nucléaire agile, léger, en appui, au lieu de passer par ce qu'on a fait par la suite, c'est-à-dire des centrales à gaz. Et à l'époque, les industriels, d'ailleurs des énergies fossiles, ils étaient très habiles à faire croire que le gaz serait une énergie de transition. Parce que c'est vrai, si on passe du charbon au gaz, on émet moins de gaz à effet de serre. Mais si on utilise du gaz et puis qu'en plus il y a un peu des fuites de gaz un peu partout, c'est pas terrible. Et puis si on remplace du nucléaire par du gaz, on émet beaucoup plus de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on savait à l'époque. La deuxième question, s'il vous plaît, Madame Masson-Delmotte. Le développement. Alors les institutions internationales, elles ont promu les objectifs du développement durable. Mais souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'échelle des politiques nationales, c'est resté un peu à la marge. Et en fait, la grosse difficulté, c'est que l'organisation du monde politique, au début du XXIe siècle, c'était celui hérité du XIXe siècle. Un ministère de la Santé, un ministère de l'Environnement, un ministère de l'Agriculture, un ministère de l'Industrie, un ministère de l'Économie. Et le seul moment où les émissions, par exemple, de la France, elles avaient fortement baissé, c'est quand il y avait une mission interministérielle qui coordonnait. Et ce qu'on a vu de plus en plus sur les enjeux du développement durable, l'action par exemple pour la pauvreté par rapport à l'action pour le climat, c'est qu'on avait besoin de coordonner entre les différents ministères, donc d'aller au-delà de l'approche en silo. Et souvent ça n'a pas bien marché, parce que justement il n'y a pas eu une appropriation en dehors de la partie, disons, environnement, de ces objectifs du développement durable. Et c'était même pas enseigné à l'école souvent. C'est là où on voit que c'était pas pris au sérieux. Monsieur l'avocat de la défense. Vous que si on avait eu un président vert en 2017 ou en 2022, les choses seraient mieux allées aujourd'hui en 2050 ? C'est difficile de répondre à votre question. Parce qu'en fait, comment vous définissez un président vert ? Un président élu du Parti Les Verts, enfin, bref. Genre Yannick Jadot par exemple. C'était qui le candidat à l'époque ? Admettons que le candidat aux européennes, Yannick Jadot, ait été élu président de la République en 2022. Oui ? Vous pensez que, je sais pas, par exemple, l'action française aurait été plus efficace qu'elle l'a été avec Macron, par exemple ? Alors en fait, moi je suis scientifique, j'ai beaucoup de mal à spéculer. La seule chose que j'avais faite à l'époque, je me souviens en 2018, c'était quand les dernières élections à l'époque, j'ai oublié, 2017, c'était ça, présidentielle. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais épluché les programmes présidentiels des différents candidats, et puis il y avait plein de promesses, mais pas beaucoup de plans d'action concrets. Quelque chose que j'ai observé de plus en plus, en fait, c'est que quand il n'y a pas un plan d'action précis, quand les gens ils sont élus, ils font pas. Parce qu'en fait, une fois qu'ils sont élus, ils doivent gérer les affaires courantes, ils n'ont pas le temps de construire une stratégie. Et ce qui est frappant le plus souvent sur la question, disons, biodiversité, environnement, climat, c'est qu'il y a beaucoup de promesses un peu creuses, mais il n'y a très souvent pas le plan d'action qui va avec. Ça répond à votre question ? Madame l'avocate de la partie civile. Pensez-vous que la décroissance aurait pu minimiser les dégâts ? Alors en fait, c'est compliqué ce que vous me demandez, parce que qu'est-ce que c'est la décroissance ? Comment vous le définissez ? Par décroissance, je pense à une réduction des consommations et peut-être à un amoindrissement de l'activité économique. Alors à l'époque, en fait, en 2018, les modèles économiques qu'on avait, ils n'étaient pas du tout au point pour ça. Par exemple, les modèles économiques qui permettaient de calculer des trajectoires à moindre coût pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre,
la croissance, c'était un truc quasiment imposé extérieurement. Donc ils ne calculaient pas finalement comment une transformation de société, comment les transitions affecteraient le PIB, le revenu des gens. Ce n'était pas forcément le cas. Et il y avait un deuxième problème, c'est que les modèles économiques qu'on utilisait à l'époque, qui guidaient les choix des gouvernements pour chercher une augmentation de la production de richesse, c'était comme ça qu'on définissait la croissance à l'époque, faire monter le PIB. Ces modèles-là, en fait, ils ne prenaient pas du tout en compte le coût des dommages d'un climat qui change. Ils étaient un peu hors sol. Et donc, en fait, il y avait une espèce de débat bizarre entre des gens qui pensaient que la seule chose à aller chercher à court terme, c'était l'augmentation du PIB, et un tas d'autres gens qui expliquaient que les outils économiques utilisés pour ça, ou que l'indicateur utilisé, le PIB, n'était pas du tout adapté par rapport à l'amélioration du bien-être de la population. Et souvent, ceux qui étaient les plus préoccupés par la question de la croissance, c'est ceux qui s'interrogeaient sur comment contenir le modèle, comment faire vivre le modèle social français, le modèle de redistribution, parce que sans ressources à redistribuer, ça ne peut pas fonctionner. Et donc il y avait une espèce, pour moi, à l'époque, de dialogue de sourds, où chacun regardait des éléments différents, mais il n'y avait pas d'outils de prise de décision qui permettaient de regarder les choses ensemble. Et en tout cas, dans les scénarios qui étaient disponibles à l'époque, on montrait qu'on pouvait vraiment améliorer le bien-être humain sans aller chercher une consommation croissante. Ça, c'est clair qu'on le montrait à l'époque très clairement, et en particulier en agissant pour réduire les inégalités. Monsieur l'avocat de la défense. Il était possible de faire évoluer la société vers la transition écologique, l'empreinte carbone neutre et de faibles émissions, sachant que c'est absolument pas compatible avec le modèle de consumérisme américain, par exemple. Alors, aux États-Unis, à l'époque, il y avait un débat énorme. Il y avait beaucoup de grandes villes qui étaient très impliquées, justement, pour faire autrement, réfléchir, innover. Il y avait des États, des grands États, comme la Californie, par exemple, qui étaient complètement partis sur une politique ambitieuse de baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en vivant pas mal des énergies fossiles, d'ailleurs, et de leur commerce et de leur exportation. Donc à l'époque, en fait, la société américaine, elle était très fracturée. Et c'est cette fracturation-là qui a comment dire, ces conflits, ces différentes visions dans la société américaine qui ont fait que les États-Unis ont perdu leur rôle de leader au niveau mondial. Là où il y avait eu à l'époque un cap un peu plus clair, c'était du côté de la Chine. Je me souviens qu'à l'époque, le président chinois avait fait le petit livre bleu, la politique du ciel bleu pour tous. Mais ça avait été aussi compliqué, en fait, de permettre aux gens de sortir de la pauvreté tout en agissant fortement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et à l'époque, ce qui avait le mieux fonctionné, c'était quand les gens voyaient, par exemple, une amélioration de leur vie quotidienne, l'amélioration de la qualité de l'air, par exemple. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est... la Chine, c'est le pays du monde qui avait sorti le plus de gens de la pauvreté à l'époque, qui avait vraiment permis d'accéder à un niveau d'éducation élevé. Et quand ils avaient commencé à réfléchir à la question de la mobilité, le gros problème pour la France, c'était agir sur la mobilité. À l'époque, ils avaient réfléchi à, en gros, faire de l'innovation frugale. C'est-à-dire, au lieu de faire, je vais essayer de le décrire un peu de manière caricaturale, mais des Tesla ou des SUV avec un moteur électrique, eux, ils avaient développé la 4L électrique. Donc, quelque chose de bon marché, quelques milliers d'euros, accessible à tous. Et à l'époque, ça avait été, les pays occidentaux ricanaient en regardant ça. Et pourtant, c'était ce type en fait d'innovation frugale, bon marché, facile à réparer, qu'on peut utiliser longtemps, qui aurait pu se déployer à très grande échelle et permettre à tous d'être acteurs des transitions dans tous les pays, pour en particulier les populations les plus fragiles ou les classes moyennes. Monsieur l'avocat de la défense, vous avez une question ? Quels sont les pires scénarios pour 2100 ? Peut-on craindre un effondrement de notre société ? Alors, en 2050, on voit que ça commence à craquer un peu partout, c'est compliqué. On est toujours sur de la gestion de crise, parce que les émissions mondiales continuent à augmenter et parce que, comme on a beaucoup réchauffé les sols gelés de l'Arctique, la matière organique qui était gelée depuis très longtemps dedans, elle commence à être dégradée et elle relargue de plus en plus des gaz à effet de serre. Dans le rapport qu'on avait rendu sur les océans et la cryosphère, les glaces en 2019, à l'époque, on avait dit on n'est pas capable de dire aujourd'hui si ça sort de manière nette des gaz à effet de serre. Mais dans les années suivantes, ça s'est révélé de plus en plus le cas. Et donc, ça a réduit notre marge de manœuvre. Ça a réduit notre marge de manœuvre. Avant, en fait, la végétation, elle absorbait une partie importante de nos émissions de CO2. Mais là, en fait, elle est sous pression. Il y a des sécheresses plus fortes. Elle a une moindre capacité à agir. Donc, notre marge de manœuvre à nous, c'est réduite. Et c'est ça qui est dommage. C'est si on avait agi vraiment avant, dans les années 2000, avec énergie, on aurait évité ces situations de mise en mouvement de ces mécanismes amplificateurs qu'on aurait pu vraiment éviter.
La prochaine question, l'avocat de la défense. Est-ce que vous pensez que la démocratie, avec toutes ces pluralités d'opinions souvent opposées, est compatible avec la transition écologique ? Alors il y avait pas mal de personnes qui avaient compris au début des années 2000 que c'était l'enjeu majeur. Que la question finalement de l'action par rapport au climat, c'était la question majeure finalement du fonctionnement de nos démocraties. Mais malheureusement, dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas eu assez de prise en compte de l'opinion des citoyens. Ils n'ont pas été associés à la prise de décision. Et il y a eu beaucoup d'erreurs. Par exemple, le fait de vouloir mettre des taxes sans redistribution, en faisant peser l'effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur ceux qui avaient le moins de levier d'action, ça c'est quelque chose qui a entraîné des contre-réactions puis qui a tout paralysé par la suite. Et donc oui, en fait, agir par rapport au changement climatique, ça peut parfaitement se faire dans un cadre démocratique si on donne de la place à la vie démocratique. Et ce qui m'a frappé en fait au début des années 2000, c'est que finalement les premiers concernés, c'était les jeunes générations de l'époque. C'est les premiers, quoi. Toute leur vie, ils vont vivre avec ça. Ceux qui ont, moi je les appelle avec tendresse la génération anthropocène, quoi. C'est-à-dire l'anthropocène, ça a été introduit dans les années 2002. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont grandi avec ça. Pas les jeunes de 2020. Ils ont appris à lire dans le petit quotidien avec le climat qui change, la perte de biodiversité. Ça a façonné leur vision du monde. Ils pensent pas pareil que les autres générations. Et là, j'ai perdu le fil de mon propos. C'est l'effet de l'âge. Hein. J'étais partie sur quoi ? Et justement, ce qui me frappait, c'est que les jeunes générations, on ne les entendait pas. Et alors, je me souviens de l'exemple irlandais. En Irlande, ils avaient été les premiers à faire une assemblée citoyenne sur pas mal de sujets de société. Et ce qui était frappant à l'époque, c'est que l'avis d'une assemblée de citoyens tirée au sort, ça reflétait le résultat de référendum à 1% près. Bien plus que ce que le Parlement aurait pu faire. Et à l'époque, quand ils ont fêté leur république à eux, ils ont invité autant que de sièges dans leur assemblée, des jeunes. Ils les ont écoutés. Mais cet exemple-là, il n'a pas été fait dans plein d'autres pays. Et donc la voix de la jeunesse, on ne l'entend pas. Elle n'est pas prise en compte. Et même s'il y a des conseils municipaux des jeunes, finalement, ils ont très peu de place. Et dans les villes étudiantes, avec une forte densité d'étudiants, y a finalement une espèce de fossé entre les collectivités et puis tout ce monde étudiant qui ne participe pas à la vie démocratique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et à l'époque, je me souviens, les jeunes votaient de moins en moins. Ils votaient de moins en moins dans tous les pays. Parce qu'ils n'avaient pas confiance dans le monde politique. Et le monde politique, ils ne savaient pas forcément comment faire pour échanger avec les jeunes, pour leur donner la parole, pour être crédibles. Et finalement, c'était ça, à l'époque, le gros enjeu pour nos démocraties. La prochaine question, s'il vous plaît, Madame l'avocate de la partie civile. Que les actions de désobéissance civile ou les actions de lutte contre le changement climatique au niveau individuel auraient pu permettre de limiter les effets actuels. Alors il y avait eu pas mal de travaux qui étaient sortis à ce moment-là. Moi je connais plus les travaux scientifiques que le reste. Hein. Ma mémoire elle me fait défaut, mais alors sur les travaux scientifiques je m'en souviens bien. Et il y avait des études qui avaient montré que si quelqu'un agit au maximum de ses possibilités en France, en gros il pouvait baisser en 2020 son empreinte carbone, donc 11 tonnes de dioxyde de carbone équivalent par personne et par an d'environ 1/3. Mais les 2 autres tiers, c'était pas lui quoi. C'était des choix structurants, l'accessibilité de transports en commun, le mix énergétique, la capacité à investir pour isoler le logement, puis les services publics, leur fonctionnement. En fait, si on va à l'hôpital, on ne choisit pas le chauffage de l'hôpital, ou si on va en maison de retraite, on ne le choisit pas, ou dans les écoles. Et donc, c'était clair qu'il y avait une part des leviers d'action qui étaient dans les choix individuels, mais que ça ne suffisait pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de mouvements de désobéissance civile qui se sont multipliés. Je me souviens du moment où on décrochait les portraits du président de la République. Et je m'étais posé la question, finalement, à quoi ça sert de décrocher un portrait d'un président de la République ? Puis en fait, ça faisait rire. Et ça faisait rire et ça faisait réfléchir autrement. Puis il y a des gens qui bloquaient les rues en chantant, avec des artistes, avec des poètes, qui dormaient sur place, qui essaient d'interpeller ceux qui passaient là, d'une manière pacifiste. Donc il y avait toute cette énergie qui était là. C'était vraiment le point de départ de quelque chose qui aurait pu se décliner en action, en transformation concrète. Et j'ai du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas été soutenu, pourquoi ça n'a pas été renforcé par des politiques publiques ambitieuses. Parce qu'on voyait à l'époque, en 2020, qu'il y avait une attente forte de la population. Que la population, en fait, elle avait envie d'inventer finalement des transformations de société, pas seulement pour le climat, loin de là, mais pour vivre mieux ensemble. Et je ne sais pas, en fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Monsieur l'avocat de la défense. Si la France réduit son empreinte carbone seule, on sait que ça a un faible impact au niveau mondial. Comment pensez-vous qu'on peut faire pression sur les États-Unis et la Chine, qui sont les deux plus grands émetteurs, pour les faire agir eux aussi? Alors à l'époque, si on se met en 2020, les émissions des pays de l'Union européenne avaient commencé à baisser lentement à partir des années 90, mais elles stagnaient. Elles ne baissaient pas beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui avait été fait, c'était le facile. Et puis ce qui restait, c'était plus compliqué. Par exemple, en France, une fois qu'on a décarboné la production d'électricité, après on touche au transport. En 2020, c'était un tiers des émissions. Le transport, c'est chacun, c'est les marchandises, c'est les véhicules des artisans, puis c'est le transport des marchandises sur la route. C'est plus compliqué. Et puis le bâtiment, c'est compliqué en fait, de trouver la bonne manière d'apporter des financements. Je me souviens que c'était des vraies usines à gaz, les mécanismes d'aide pour les particuliers pour améliorer l'isolation de leur logement. Les gens, ils passaient des jours et des jours à essayer de comprendre à quoi ils avaient droit, remplir des formulaires, puis c'était jamais deux fois les mêmes. Voilà, donc ça faisait partie des freins à l'époque. Et puis pareil, dans le secteur agricole, c'est vrai que beaucoup d'agriculteurs, ils avaient envie d'être porteurs de solutions, mais ils n'avaient pas forcément les outils disponibles pour savoir si telle ou telle pratique stockait plus de carbone dans les sols, ce que ça permettait de faire à court terme. Et c'est vrai que chacun se disait, pourquoi si l'autre fait rien, pourquoi moi je ferais quelque chose? C'était le principal frein. Et pareil, dans les mouvements citoyens, les gens ils s'engageaient, ils mettaient toute leur énergie à quelque chose, puis au bout d'un moment, quand ils voyaient que ça bougeait pas beaucoup, ils s'épuisaient et ils renonçaient. Et je pense que si on arrive là en 2050, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est aussi à cause de ça, c'est-à-dire l'épuisement, le manque de soutien des initiatives, l'incohérence des politiques publiques. C'est tout ça qui nous a amenés là, et aussi le sentiment que il suffit d'attendre, puisque les autres font pas, attendons qu'ils fassent quelque chose, puis tant qu'ils font rien, je me donne bonne conscience. Et puis quand on arrive en situation de crise, après, il faut agir vite, brutalement, dans l'urgence, sans réflexion, de manière pas forcément la plus construite, parfois à grands frais, et ce qui limite la capacité d'action, alors que ça aurait pu être planifié et fait graduellement. Je me souviens aussi à l'époque, je m'étais posé la question de qu'est-ce que c'est la France dans le monde. Alors les émissions locales, c'est vrai, la population française à l'époque, c'était quoi, 1% de la population mondiale? Et puis les émissions, l'empreinte, c'était à peu près le double. Donc on voyait bien qu'on était dans ceux qui quand même contribuaient plus que d'autres, si on prenait en compte les importations. Mais la France, c'était quoi, 3 grandes villes chinoises? Donc si les grandes villes chinoises n'agissaient pas, on n'agirait pas, personne n'agirait. Pourquoi est-ce que les grandes villes chinoises n'agiraient pas? Et donc cette espèce de jeu de j'attends que les autres bougent, c'est ce qui avait paralysé beaucoup de décideurs politiques. Madame l'avocate de la partie civile, votre dernière question, s'il vous plaît. Les citoyens, en 2020, ont-ils réussi à garder espoir malgré la crise climatique qui les attendait? En fait, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était pas le côté espoir, c'était l'envie d'agir. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'était plutôt à l'époque l'impression que ça suffisait et qu'il fallait en fait que les choses changent de manière visible et à toutes les échelles, à tous les échelons. Et c'était pas quelque chose qui était porté par l'espoir. Je dirais plutôt que c'était quelque chose à l'époque qui était plutôt porté par l'énergie du désespoir. Je me souviens qu'à l'époque, on m'avait posé la question suivante. J'étais intervenue devant les anciens élèves de l'école des mines à Paris. Et quelqu'un avait dit, les 30 ans d'avant, on les avait appelés les 30 glorieuses. Et les 30 ans à venir, entre 2020 et 2050, comment on allait les appeler? Et quelqu'un avait dit, il faut les appeler les 30 courageuses. Et peut-être c'est ce qui a manqué, si on en est maintenant là, en 2050, c'était ce courage-là. Monsieur l'avocat de la défense, votre dernière question. Ma dernière question, c'est en 2050, étant donné qu'on est arrivé au pire scénario qu'on aurait pu croire, est-ce que vous pensez que maintenant les dégâts sont irréversibles? Mais même en 2020, c'était irréversible. Même en 2020, parce que les gens ne se rendaient pas compte, mais en fait, comme l'océan, il a récupéré plus de 90% de l'énergie supplémentaire emmagasinée dans le système climatique, et que les eaux de mer, elles mettent 1000 ans à se mélanger, à l'époque déjà, on savait que quoi qu'on allait faire, on allait rester sur un climat plus chaud. Et on savait déjà qu'il y aurait des tendances irréversibles sur les 3-4 prochaines décennies. Ça, on le savait, c'était clair, en particulier avec les glaces, avec les océans, pour pas mal d'écosystèmes. Mais ce qu'on avait montré à l'époque, c'est qu'il y avait une marge de manœuvre énorme, et que si on baissait fortement les émissions mondiales de gaz à effet de serre entre 2020 et 2050, on arrivait à stabiliser certaines des évolutions pour après 2050. Et là, on en est aujourd'hui, comme on ne l'a pas fait en 2050, on voit en fait l'accélération des changements.
parce qu'on n'a pas agi en 2020. Et ça, souvent, beaucoup de décideurs, ils avaient du mal à comprendre. Ils avaient du mal à être motivés pour agir pour des bénéfices à long terme. Merci. Madame l'avocate de la partie civile, vous êtes appelée à la barre. Aujourd'hui, en 2050, la température globale sur Terre a augmenté de 2,5 degrés. Et quelles sont les victimes de ce réchauffement climatique? En premier lieu, c'est la nature elle-même, reconnue en tant que personne morale depuis 2030, victime à travers la destruction de ses écosystèmes et à travers la perte de nombreuses espèces. Aujourd'hui, je représente un collectif de victimes du dérèglement climatique. Parmi eux, certains ont subi un préjudice moral. Des agriculteurs et des pêcheurs qui ont assisté, impuissants, à une décroissance de leurs revenus en raison du réchauffement climatique, à des phénomènes naturels extrêmes qu'ils occasionnent, une érosion de la biodiversité marine, une infertilité des sols causée par des sécheresses et inondations à répétition. Ils sont à l'origine d'une précarité croissante pour ces professions, mais pas uniquement pour eux. En effet, nous assistons à une rarification des denrées alimentaires et à des problèmes de malnutrition. Grand nombre de mes clients ont perdu leurs habitations, qu'ils ont vues immergées en raison de la montée des eaux. D'autres ont perdu leur logement à cause des catastrophes naturelles. Les sécheresses, de plus en plus fréquentes et intenses, ont rendu des terres infertiles, des environnements tout simplement invivables. Ce sont 250 millions de réfugiés climatiques qui sont contraints de quitter leurs terres à cause des conséquences désastreuses du dérèglement climatique. Parmi mes clients, d'autres ont subi un préjudice physique, car le réchauffement climatique et la pollution sont à l'origine de problèmes sanitaires. En effet, nous savons que certaines maladies, comme la malaria ou la dengue, dépendent du réchauffement climatique, puisque leur expansion géographique se fait avec une hausse des températures. Nous avons également un nombre accru de personnes atteintes de maladies respiratoires à cause de la pollution. Enfin, certains de mes clients ont subi un préjudice moral. En effet, il est prouvé que la perte de notre environnement naturel a des effets néfastes sur notre santé mentale. La Cour de cassation reconnaît depuis 2007 le préjudice moral de la perte de chance de n'avoir vécu plus longtemps. Ce préjudice s'applique particulièrement bien dans le cas du réchauffement climatique, puisqu'il n'a fait qu'amoindrir notre espérance de vie. Parmi mes clients, certains ont perdu un proche en raison du réchauffement climatique, car il est à l'origine de 600 000 morts chaque année. En raison des intempéries, les inondations, les vagues de chaleur, les canicules, qui rendent les populations des zones urbaines particulièrement vulnérables. En France, la pollution est devenue la première cause de mortalité évitable, avec chaque année 82 000 morts. Ainsi, ce sont les plus pauvres, les plus démunis d'entre nous, ceux-là même que l'État est supposé protéger, qui souffrent le plus du dérèglement climatique. Ainsi, pour l'ensemble de ces préjudices, l'État, en tant que représentant de la nation française, est fautif. Mais comment en est-on arrivé là? N'aurait-il pas été possible d'agir? Pour cela, je vais vous m'appuyer sur 3 thèmes: l'agriculture, les banques et les transports. Pour ce qui est de l'agriculture, nous le savons, les Français sont plutôt attachés à leur agriculture. Ils le font confiance. Et pourtant, la production de viande, même française, aggrave le réchauffement climatique. En effet, elle est la source d'émissions de gaz à effet de serre et d'une partie de la déforestation. La majorité de la viande que nous consommons est produite de manière industrielle, nourrie avec des plantes riches en protéines, notamment le soja. Or, ce soja, nous n'avons pas l'espace nécessaire en France, ni même en Europe, pour en cultiver des quantités suffisantes. Donc, nous l'apportons des États-Unis, d'Argentine, du Brésil. Ainsi, ce sont chaque année 4 millions de tonnes de soja qui arrivent en France. Nous occasionnons donc des émissions de gaz à effet de serre par les transports, mais
aussi un accroissement de la déforestation en Amazonie, qui est, ou plutôt était, le poumon de la planète. La nation française n'a, sur ce point, pas su prendre les décisions qui s'imposaient afin de limiter le réchauffement climatique. Réduire drastiquement notre consommation de viande. Je ne parle pas de tous devenir végétariens. L'élevage peut être respectueux de l'environnement, puisque les prairies stockent une partie du CO2. Mais le problème principal, il reste l'élevage intensif, trop nécessiteux en matière de soja. La responsabilité, elle incombe donc à l'ensemble des citoyens, qui n'ont pas su modérer leur consommation. Aux entreprises, bien sûr, mais aussi à l'État, qui n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour limiter l'importation et les émissions de gaz à effet de serre de l'activité agricole. Pour ce qui est des banques, nous sommes encore une fois face à une triple responsabilité. Car ce sont les citoyens qui choisissent où ils placent leur argent. Ce sont les banques qui choisissent où elles l'investissent, et c'est l'État qui a le pouvoir de légiférer et d'agir de manière adéquate. Et quel est le lien entre les banques et le réchauffement climatique? Les investissements. Car en investissant dans des énergies fossiles à hauteur de 70%, chiffre en constante augmentation depuis la COP21, les banques ont financé le réchauffement climatique. Et que pouvait y faire l'État? Dans ce cas, l'État aurait pu forcer les banques à investir dans les énergies renouvelables, en fixant des dates limites aux investissements dans les énergies fossiles, ou en les taxant sévèrement. Certes, une loi obligeant les banques à investir dans les énergies renouvelables a été votée en 2025. Mais alors, pourquoi les banques continuent-elles leurs investissements dans les énergies fossiles? Pourquoi l'État ne sévit-il pas? Là encore, mesdames et messieurs, Madame la présidente du jury, l'État est fautif. Enfin, pour ce qui est des transports, les transports représentent environ 31% des émissions de CO2. C'est la première source en France. Et parmi ces 31%, 80% proviennent du transport routier, 15% du secteur aérien et seulement 2% du secteur ferroviaire. Pour ce qui est des transports en commun, il aurait été également possible de légiférer, en rétablissant des lignes ferroviaires, des trains de nuit, en taxant l'acquisition de véhicules thermiques et en interdisant leur publicité, en développant le transport fluvial et en interdisant l'accès à nos ports aux navires les plus polluants. Il était aussi de la responsabilité de chaque citoyen de privilégier des modes de transport alternatifs. Pour ce qui est du transport aérien, il est à l'origine de 4,9% du réchauffement climatique mondial. Dans le domaine aérien, il aurait été possible d'agir afin de limiter le réchauffement climatique. Dans un premier temps, en interdisant simplement la publicité, puis en réduisant une part des vols intérieurs, enfin en les interdisant pour les remplacer par des trajets en train. Rappelons qu'il n'existe pas de taxe sur le kérosène et que le faible prix des billets est quasiment incitatif. Mais des mesures ont été prises, ça surgera sans doute la défense. Mais nous parlons d'une écotaxe comprise entre 1,5 et 18 €, ce qui n'est pas suffisant pour être dissuasif. Voici donc, Madame la présidente du jury, Mesdames, Messieurs, les mesures que l'État français, en tant que représentant de la nation, aurait pu entreprendre afin d'enrayer le réchauffement climatique. Voilà ce pourquoi l'État est fautif. La criminalité environnementale représente le 4e marché des activités illicites internationales. Peut-on tolérer qu'il reste impuni? Cette criminalité n'est pas seulement le fait de mafias, d'organisations criminelles, mais c'est le fait de multinationales, d'États, le fait de tous. C'est une menace pour l'existence des populations. Morts, infirmités permanentes, maladies graves, pillages, pollution des terres, empêchant de mener une vie saine. La Charte de l'environnement garantit l'avenir et l'existence même de l'humanité, indissociablement de son environnement. Ainsi, la nation française a manqué à son devoir, en portant atteinte de manière grave et durable à l'environnement, ainsi qu'aux conditions de vie des populations. L'État français, en tant que représentant de la nation, est coupable d'écocide. Aucune indemnisation ne pourra permettre de revenir en arrière
et de réparer ce qui a été fait. Je demande pour mes clients une indemnisation à hauteur des dommages subis pour ceux ayant subi un préjudice physique ou matériel. Pour ceux ayant subi un préjudice moral, je demande des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €. Merci, Madame l'avocate de la partie civile. Madame la procureure générale, vous êtes invitée à faire votre réquisitoire. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, la France était-elle obligée de mettre en œuvre les mesures indiquées par ma consoeur, Madame l'avocate de la partie civile? Oui, la France a manqué à ses engagements pris lors de la COP 21 ou alors lors de la signature des accords de Paris. La France a manqué à ses engagements inscrits dans les lois et juridictions françaises et européennes, telles que la Charte de l'environnement, le Code pénal français, le statut de la Cour pénale internationale et de nombreux traités européens. L'État est donc défaillant. L'article 55 de la Constitution française, des traités et accords internationaux, stipule que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Selon cet article, la France était obligée d'appliquer les mesures visant à réaliser les objectifs de l'accord de Paris, à savoir une réduction de 75% de nos émissions jusqu'à aujourd'hui, une réduction de 50% de notre consommation énergétique jusqu'à cette année, une réduction de 29% de nos émissions dans le domaine des transports d'ici 2028 et une réduction de 12% de nos émissions dans le domaine de l'agriculture d'ici 2028. Ces deux derniers objectifs ont été reportés faute de moyens. Avec l'Union européenne, en octobre 2014, nous avions fixé des objectifs avec le paquet énergie-climat 2030, à savoir une réduction des émissions de 80 à 95% jusqu'à aujourd'hui. La France était obligée de mettre en œuvre ces mesures, elle ne l'a pas fait. Alors pourquoi l'État est-il défaillant? L'action de la France s'est opposée à tous les textes suivants. L'article 2 de la Charte de l'environnement de 2004, disant que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. L'article 4 de cette même Charte de l'environnement, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. L'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nous parlait notamment du principe de précaution et d'action préventive. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Ma collègue nous l'indiquait tout à l'heure, il n'existe pas de taxe kérosène. Ça aurait été pourtant une action préventive, puisque nous connaissions les dangers du kérosène. L'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nous dit que dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte des données scientifiques et techniques disponibles. Nous avions de nombreux rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et nous avions eu de nombreuses alertes de scientifiques du monde entier. Cependant, l'État n'a pas écouté ces alertes. L'article 4 de l'accord de Paris, signé en 2015, cherche à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. Je le rappelle, nous voilà aujourd'hui à un réchauffement de 2,5 degrés, alors que la limite visée par les scientifiques et par ces traités était de 2 degrés. L'action de la France ne s'est pas non plus orientée dans le sens des objectifs du développement durable de l'Organisation des Nations Unies, à savoir le 13e objectif visant à mettre en place des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et enfin, l'accord de Paris, dont les parties sont conscientes
que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière et que lorsqu'elles prennent des mesures face à ces changements, les parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme, le droit à la santé, des migrants, des enfants, des personnes en situation vulnérable, le droit au développement et l'équité entre les générations. La loi, encore plus que la morale et le bon sens, nous l'imposait, cependant la France n'a rien fait. Permettez-moi à présent de revenir sur les plus grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre qui ont été nommées par ma consoeur, l'avocate de la partie civile. Premièrement, l'agriculture. Avec le premier article de la Déclaration d'Amsterdam de 2015, la France était obligée de lutter contre la déforestation importée avec l'objectif zéro déforestation importée en 2020. C'est un objectif qui n'a pas été réalisé. La stratégie bas carbone de 2018 du gouvernement français visait à diviser par 2 la consommation d'énergie dans le domaine de l'agriculture à l'horizon 2050. C'est un objectif qui n'a pas été réalisé. De plus, nous n'avons pas de loi française visant à réduire la consommation et l'importation du soja. Concernant les banques, la loi Gratt-Bergtun de 2025 s'inclut dans l'article 2 de l'accord de Paris qui vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique. Cette loi de 2025 imposait aux banques un quota d'investissement de 50% dans les énergies renouvelables. Pour finir avec les transports, je le disais tout à l'heure, ma consoeur l'a également souligné, nous n'avons pas de taxe sur le kérosène existant en France et aucune loi française et européenne ne vise une réglementation stricte du transport aérien intérieur. Sur la thématique des transports en général, la France avait l'objectif CO2, un plan d'action obligeant à la suivi de données et à l'attribution de labels concernant le transport routier. C'est un plan qui a permis une certaine réduction, mais on est loin de l'objectif signé dans l'accord de Paris. La stratégie bas carbone de 2018 voulait contenir le trafic de voitures particulières d'environ 2% entre 2015 et 2050. Cependant, cet objectif peut être difficilement réalisable sans politique des transports en commun favorable à l'atteinte de cet objectif. Par conséquent, l'État peut être reconnu coupable du crime d'écocide, selon le Code pénal et la loi de 2020, incluant le terme d'écocide à la loi française. Selon la loi française de 2030, reconnaissant la nature comme personne morale et juridique. Selon la Charte de l'environnement, texte fondamental de notre Constitution, disant que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de leur milieu culturel. Et selon le statut de la Cour pénale internationale, qui reconnaît l'écocide comme crime contre l'humanité depuis 2045. Ainsi, les peines requises sont, pour les victimes civiles, des réparations, des indemnisations et l'asile pour les réfugiés climatiques. Pour les entreprises, les peines requises sont la confiscation des biens, des profits et des bénéfices des crimes contre l'environnement. Et pour les représentants de l'État, les peines requises sont des travaux d'intérêt général. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la procureure générale. Monsieur l'avocat de la défense, vous êtes appelé à la barre. Madame la présidente du jury, messieurs, mesdames les jurés, à écouter la défense de la partie civile, l'État français est un Christian qui devrait écouter les associations environnementales, lui chuchoter ce qu'il doit faire à la façon d'un Cyrano sous le balcon.
Mais je ne pense pas que ça soit le cas, car je ne pense pas que l'État soit coupable d'écocide. Vous avez évoqué, Madame l'avocate de la partie civile, une triple responsabilité effectuée sur l'État, les entreprises, en particulier les banques, et les transports et l'agriculture. Eh bien, je tiens à répondre. Premièrement, c'est absolument inexact. Nous n'avons pas rien fait dans ces 3 domaines. Tout d'abord, l'élevage et l'importation de soja en Amérique du Sud. Nous avons ratifié le CETA, le traité de libre-échange avec le Mercosur, à l'unique condition que le Brésil respecte ses engagements pris lors de la COP21. Or, ce dernier ne l'ayant pas fait, nous avons rétabli les taxes douanières dès 2025. Nous n'avons donc absolument pas favorisé l'importation de soja. La deuxième chose, c'est les banques. Comme vous l'avez dit, Madame la procureure, nous avons voté la loi Gratter-Bergton en 2025 qui a imposé un quota d'investissement de 50% dans les énergies renouvelables pour toutes les banques. Et elles l'ont respecté. Et je veux bien comprendre que vous ne trouviez que ça ne soit pas assez. Mais comment voulez-vous faire plus? Le rôle d'un gouvernant, le rôle de l'État, c'est de permettre à ses citoyens de vivre convenablement, de leur trouver un emploi, de leur trouver un salaire. Et qu'est-ce qui gère toute l'économie? Eh bien, ce sont les banques. Les banques sont le pilier de l'économie. Et si on les force à investir dans les énergies renouvelables qui ne donnent des revenus qu'à très long terme, eh bien, on ne peut tout simplement pas tenir. Et si on réinvestit ces banques dans le contexte international, c'est encore plus compliqué. Vous le savez, tout va très vite en économie. La bourse de Shanghai est au courant dans la seconde si la bourse de New York a baissé les cotes. Alors, quand les banques américaines n'ont que faire de l'environnement et investissent en masse dans les énergies fossiles, les banques françaises ne peuvent pas faire autre chose que suivre. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est? C'est la défaite économique. Nous devons emprunter pour investir. Et donc, à force d'emprunter, nous augmentons notre dette et nous ne pouvons plus investir dans le futur car nous devons payer notre dette. Donc, nous ne pouvons plus du tout investir dans les énergies renouvelables. Je pense donc que l'effort demandé par l'État aux banques est un effort absolument convenable et qu'il répond au mieux à l'équilibre demandé au vu des enjeux. Ensuite, au niveau des transports, vous avez accusé les citoyens d'avoir pris leur voiture. Eh bien, évidemment, madame, au grand débat, nous avons vu que 32% des citoyens qui se déplaçaient quotidiennement en voiture pour aller à leur lieu de travail n'avaient pas de mobilité alternative. Les lignes de train sont défaillantes ou inexistantes, les bus ne passent pas régulièrement, alors il est absolument évident qu'ils vont prendre leur voiture pour aller travailler. Et ça, vous ne pouvez pas leur reprocher. Concernant la transition des transports, nous avions voté en 2015 la loi de transition énergétique qui, selon l'article 34, stipule que le développement et le déploiement des transports communs à faible émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques est une priorité. Ça n'a pas été mis en œuvre par les collectivités territoriales qui sont responsables de cet enjeu. Vous ne pouvez donc pas accuser l'État. Tout ça pour dire que non, nous n'avons pas rien fait. Je suis d'accord, je peux comprendre que vous trouviez que ces changements sont trop lents, ne sont pas suffisants. Mais il y a des raisons à tout ça. Pourquoi nous n'avons pas agi assez vite? La première raison, c'est les citoyens eux-mêmes. Parce que, vous comprenez bien, les réductions des émissions de carbone, c'est évidemment la priorité. Eh bien, en 2018, nous avons mis en place une loi visant à augmenter le prix du carbone pour limiter la consommation. Qu'est-ce qui s'est passé? Une levée de bouclier incroyable qui a mobilisé la France pendant 18 semaines consécutives et qui a bien montré que les citoyens n'adhéraient pas à cette mesure et que dans un État démocratique, nous ne pouvions pas aller contre leur volonté. Puis le grand débat qui a suivi cet événement des Gilets jaunes nous a montré diverses conséquences et diverses analyses de ça. La première, c'est que la très grande majorité des citoyens est au fait du dérèglement climatique et de tous les dangers qu'elle engrange. Le changement climatique était le premier sujet de préoccupation des citoyens et la pollution de l'air le deuxième. Mais en revanche, 55% des citoyens est opposé à la mise en place de taxations pour changer les comportements. Donc ce que j'essaye de vous montrer par là, c'est que changer les comportements, c'est extrêmement difficile. Changer de mode de vie individuellement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Si on vous demande du jour au lendemain de ne plus utiliser votre voiture, de payer vos légumes plus cher, ainsi que votre viande, et que vous ne pouvez plus entreprendre parce que les banques ne peuvent plus financer votre entreprise, eh ben c'est vraiment difficile à avaler. Le troisième point que j'aimerais lever, c'est que vous attaquez l'État français sur une question écologique qui est une question mondiale. Alors, on peut tout d'abord la retranscrire dans un contexte européen. La France est un membre fondateur, un leader de l'Union européenne, et donc ce rôle n'est pas simplement d'agir, elle, dans son propre territoire, mais également d'être la tête de file écologique de l'Europe, d'emmener tous les pays avec elle. Mais ça, vous savez très bien que c'est difficile de se coordonner dans l'Europe.
Quand on voit que la France, en 2019, a fermé toutes ses centrales à charbon, mais qu'en Allemagne, juste à côté, c'est encore leur première source d'énergie, eh bien on remarque qu'il est vraiment difficile d'avancer. Et si on étend encore plus ce raisonnement à l'échelle mondiale, eh bien on remarque que c'est toujours plus difficile d'avancer. Vous l'avez très bien dit, Madame le procureur, la France est engagée, selon l'article 55 de sa Constitution, à respecter les traités internationaux. Sauf qu'elle n'est engagée qu'à la condition du respect des autres parties. Ça veut dire que, par exemple, si les États-Unis s'en vont de cet accord, nous ne sommes plus tenus de le respecter. Et qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? Ils en sont allés. Or, les États-Unis sont responsables de 15% des émissions de gaz à effet de serre. La France est responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Je suis bien d'accord, ce n'est pas une raison pour ne pas agir. Mais vous comprenez bien que dans un problème écologique mondial, agir seul n'a aucun sens. Alors nous devons lever l'ambition mondiale. Et enfin, la dernière chose, c'est que dans le contexte d'économie mondialisée dont je vous parlais tout à l'heure, sanctionner trop brutalement, mettre un règlement extrêmement strict sur les entreprises, ça ne fait qu'une chose, si ça n'est pas fait à un niveau mondial, c'est inciter à la délocalisation. Et donc la seule chose que l'on crée là, c'est de la pollution ailleurs que dans notre pays, qui certes peut nous apporter bonne conscience, mais aucun résultat écologique. Et la dernière chose que j'aimerais mettre en valeur, Madame la Présidente du jury, Mesdames, Messieurs les jurés, c'est que vous nous accusez d'écocide. Ce qui est une accusation extrêmement grave. Si on reprend la loi de 2020, constitue un écocide le fait en exécution d'une action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale d'un écosystème. Eh bien, je remarque que l'État français n'avait aucune action concertée, n'avait absolument pas une action volontaire de détruire l'environnement. Je n'ai vu aucun ministère de la destruction de l'environnement, je n'ai pas vu de secrétariat d'État à l'anéantissement des écosystèmes, je n'ai pas vu de ministre de l'anéantissement des sols. Et comme dit précédemment, nous n'avons pas rien fait, nous avons tenté de lutter contre ces conséquences indirectes qui étaient causées par l'activité humaine, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, et donc nous avons proposé un changement plus lent qui ne pouvait de toute façon pas être brutal au vu du contexte dans lequel j'étais. Alors, Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les jurys, il ne s'agit absolument pas de faire du climato-scepticisme, mais il s'agit de comprendre pourquoi il est si difficile de faire bouger 68 millions de personnes en France, puis 7 milliards de personnes dans tout le monde. Je vous demande de reconnaître que votre accusation est largement démesurée, alors où nous devons encourager le changement, où nous devons être solidaires. Vous accusez la nation entière à travers l'État, vous l'avez dit, on a refusé une plainte pour la nation, donc on accuse l'État en tant que représentant de la nation. Donc vous accusez du plus petit au plus grand pollueur sans scrupules aux écologistes les plus rigoureux. Vous accusez le vacancier en yacht de la même manière que le facteur en vélo. Si je reprends ma première idée sur Cyrano de Bergerac, vous mettez dans le même panier les cadets de Gaston et le comte de Guiche, la noble Roxane qui est une princesse et le boulanger Ragno. Et ça, je ne pense pas que ça soit acceptable. Merci. Merci, Monsieur l'avocat de la défense. Mesdames, Messieurs les jurés, levez la main si, selon vous, l'État français est coupable de crimes d'écocide. Oui, c'est vous. Merci, je pense que c'est assez clair. La Cour déclare donc le verdict. L'État, en tant que représentant de la nation française, est déclaré coupable du crime d'écocide. Une indemnisation en fonction de leurs pertes sera payée aux victimes représentées ici par Madame l'avocate de la partie civile. Et afin de sanctionner tous les responsables, les membres des gouvernements et parlementaires successifs depuis 2015, encore en capacité physique de le faire, sont condamnés à faire chacun et chacune 1 an de travaux d'intérêt généraux en ramassant les déchets des plages, en replantant les forêts et en aidant les gens à reconstruire leurs maisons détruites. Les entreprises ayant fait profit en polluant sont condamnées à investir ce profit dans des technologies de capture de carbone et les mesures d'adaptation au changement climatique.
Les citoyens, quant à eux, sont déjà assez punis en tant que contribuables et victimes et sont donc dispensés de peine. Ces sanctions ont une valeur symbolique et ne pourront jamais réparer les pertes et dommages que les victimes ont subis et les dommages faits à l'environnement. Je déclare l'audience levée. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention. Et merci beaucoup particulièrement à Madame Valérie Masson-Delmotte d'être venue aujourd'hui, au sénateur Olivier Jacquin pour avoir eu l'idée de ce procès et à son attaché parlementaire Laure Delma pour nous avoir aidé à monter tout ça, au conseil départemental de nous avoir acceptés dans les locaux, au plan B d'avoir fait cet événement avec nous, François Laval et nos professeurs Jochen Sohnle et Éric Germain qui nous ont aidés avec la partie d'écriture des textes, les personnes qui nous ont volontairement prêté leur robe d'avocat et toute l'équipe de Sciences pour Environnement, notamment Marie, Phoebe et Niels qui sont derrière et qui se sont occupés des questions. Si vous avez encore des questions à poser à Madame Masson-Delmotte, je pense que ce sera possible après. Voilà, merci beaucoup.